Le rebond du yen sur le marché des changes depuis la fin du mois de janvier est-il une menace 1 pour le Japon? 2. Est-il surtout une menace ou pas pour la finance mondiale? Alors que l'on entend des scénarios cataclysmiques qui ne tiennent pas compte de certaines réalités. Mais malgré tout, ce rebond du yen peut poser une difficulté qui peut devenir majeure si cette reprise est trop rapide. C'est le momentum qui va décider de tout, chers amis. Première partie, le yen rebondit enfin avec la normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon, avec les taux d'intérêt obligataires de l'État japonais. Alors attention, quand je dis que le yen rebondit enfin, il reste proche d'un plus bas de 40 ans. Ce rebond du yen, c'est donc le rejet du taux USD-yen sous les 160 yens. Je vous ai fait, depuis la mi-décembre, 3 ou 4 vidéos sur ce sujet, vous montrant cette zone d'intervention passée des autorités japonaises, et c'est cette zone qui a créé un drop d'environ 700-800 pips. Donc ce n'est pas rien. Probablement en coordination avec autorités japonaises et autorités américaines, même si cela fait débat dans les détails. Donc première partie, on se fait un gros topo, on recontextualise ce que représente, où est le yen en fait, où est-il. Deuxième partie, ce yen, alors yen fort, strong yen, il ne faut pas exagérer. La question est de savoir est-ce qu'il amorce un rebond plus important, dans quelle mesure, dans quelle amplitude, avec quelle vitesse. Mais au-delà de ça, ce yen plus fort, ce sont des risques, certes, potentiellement des risques systémiques, mais ce sont aussi des avantages. Alors, je vous résume tout de suite, ce sont des avantages en partie pour le Japon, pour l'économie japonaise, et encore là, il ne faut pas que cette reprise du yen soit trop rapide. Par contre, effectivement, via ce qu'on appelle l'unwind, le débouclement, le désengagement potentiel des positions de carry trade encore ouvertes, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait fin décembre, mais tout le sujet est là. Tout le sujet est là. Risques et avantages. Et donc, troisième partie, menace systémique, si et seulement si. Menace systémique, si et seulement si. Donc, je vais vous décrire ça. C'est absolument pas certain. Si vous voulez, j'ai voulu refaire un point parce que j'ai pu lire un certain nombre d'articles qui mettent en avant le rebond du yen comme un vrai risque d'effondrement pour la finance mondiale. Ce n'est absolument pas automatique. Et je dirais même que cela pourrait être une conséquence minoritaire en termes de probabilité. Il faudrait vraiment que ce rebond du yen soit hors de contrôle, tant en amplitude qu'en vitesse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quatrième partie, on passera en revue tous les indicateurs de marché sur ce sujet à mettre sous très haute surveillance. Et enfin, cinquième partie, une lueur d'espoir. Vous savez, cette reprise des taux, cette normalisation de la Banque centrale du Japon, c'est avant tout pour ramener l'inflation à la cible. C'est vrai que c'est étonnant parce que le Japon s'est battu pendant 15 ans pour faire remonter une inflation à 0 à 2. Maintenant, il se bat pour la faire baisser de 3, 3,5 à 2. Les tout derniers chiffres de l'inflation, je parle cette fois-ci de l'inflation officielle. La toute dernière mise à jour du CPI nominal et du CPI sous-jacent pour le Japon, ça drop et c'est quasiment revenu à 2. Alors dans ce cas, il est possible que finalement, d'ici la fin de l'année, la Banque centrale du Japon ne passe plus de baisse de taux, peut-être une toute petite dernière. Et dans ce cas, le rebond du yen restera complètement sous contrôle. Mais tout ça reste à confirmer. Bienvenue, point spécial, yen menace systémique, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti. Le rebond du yen est-il une menace systémique pour le Japon? Bon, on va regarder, mais surtout pour la finance mondiale. Vous allez voir, je vous donne tout de suite la réponse, comme ça vous pouvez vaquer à vos occupations. Je plaisante, restez jusqu'au bout. Le rebond du yen est une menace systémique si il rebondit trop fort et trop vite, entraînant un désengagement massif des 200-250 milliards de positions dites de carry trade en yen encore ouvertes, car un rebond, imaginons 15% de rebond en 2-3 semaines, un dollar yen qui va sous 140, ça renchérit tellement le coût du crédit en yen que derrière, tous les investissements qui ont été faits à travers le monde, débouclés, boum, pour rembourser avant que le crédit en yen soit trop renchéri. Voilà, je vous ai donné la réponse, maintenant on regarde tout ça en détail. Le rebond yen est-il une menace systémique?
Alors après, ça peut être bien sûr une menace pour l'économie japonaise, et encore, il y a des avantages et des inconvénients. C'est ce que nous allons regarder. Le plan, je vous l'ai donné. Donc, le yen rebondit fortement depuis la fin du mois de janvier, alors soutenu par des interventions possibles des autorités japonaises et américaines. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, attention, première chose, le yen est faible. Le yen est faible. Ça, c'est la première chose à savoir. Le yen, vous avez sous les yeux le classement des indices devises depuis 5 ans. Alors, le yen, où est-il dans tout ce fatras? Son code, c'est JXY. Je vous laisse le chercher. JXY. Et oui. Vous avez là toutes les devises dites majeures du Forex. Depuis 5 ans, il est le plus faible. Ok. Bon, ça, c'est la première chose. On le situe comme ça. Alors, nous allons maintenant le situer différemment. Vous avez sous les yeux, donc c'est ce nous allons passer d'ailleurs justement à la première partie, hein, avec un décalage de plusieurs mois, le yen rebondit enfin avec les taux d'intérêt japonais. Mais où est-il exactement? Bien, chers amis, découvrons-le. Le yen, c'est pour ça, quand j'entends parler de rebond du yen, je dis, les amis, remettons toujours les mouvements boursiers dans leur contexte moyen-long terme. Quittez votre graphique journalier. Observez votre graphique de long terme. Vous avez sous les yeux la tendance du yen depuis 30 ans. Alors, est-ce que le rebond du yen depuis 10 jours vous fait peur? Y a-t-il selon vous, regardez ce graphique, y a-t-il selon vous de quoi argumenter simplement sur le plan technique sur le point de départ d'une envolée en mode fusée du yen? Pas encore. Mais donc, le yen est au plus bas sur un plus bas de 15 ans. Et ça, c'est le yen index. Donc, voilà ce que fait le yen. Voilà ce qu'il fait depuis la fin du mois de janvier. Il rebondit sur une zone basse. Vous savez, je vais vous montrer l'USD yen pour vraiment réaliser où se situe le yen. Alors, au passage, j'avais vraiment insisté sur ces... Ici, vous avez eu des interventions officielles des autorités japonaises. Donc en fait, comment ça se passe, hein? Comment ça se passe pour une intervention? C'est le gouvernement japonais qui prend la décision et c'est la Banque centrale du Japon qui exécute. Pour 1000 raisons, un yen trop faible, déjà première raison d'un yen trop faible, ça renchérit le coût des importations. Et le Japon importe énormément de matières premières, entre autres. Le Japon a un problème d'inflation, comme l'Occident, donc il faut réduire l'inflation importée. Et puis aussi, bien sûr, la monnaie qui chute, ça fait fuir les investissements internationaux, etc. C'est aussi un problème dans la relation commerciale avec les États-Unis. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais simplement, regardez, le yen, il a déjà été beaucoup plus faible. Attention, un USD-yen qui monte, c'est un yen faible. Donc là, le rebond du yen, c'est pas le rebond de l'USD-yen. Vous me suivez, j'espère. Le rebond du yen, le yen prend de la valeur face à l'USD, c'est une baisse de l'USD-yen. C'est donc un rebond du yen index, mais une baisse de l'USD-yen. Ça, c'est la base du forex. Vous ne maîtrisez pas ça, c'est pas la peine. Donc, c'est la contrepartie ici dans le taux de change du USD-yen. Donc, première chose à dire, le yen rebondit enfin avec décalage. Oui, il était temps que le yen rebondisse. Pourquoi? Là, vous avez un graphique qui fait la synthèse de tout. Vous avez en rouge le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon, qui est passé de 0 à 0,75, qui va peut-être monter à 1 d'ici la fin d'année, 1,25 grand max. Vous avez en noir les taux d'intérêt obligataires de l'État japonais, qui sont passés de 0 à 1,24 pour le 2 ans, 2,26 pour le 10 ans, 3,16 pour le 20 ans, et 3,87 pour le 40 ans. Vous avez le bilan de la Banque centrale du Japon qui se réduit enfin, et donc tout en bas, le yen, et donc effectivement, il y avait une anomalie. Les taux montent, et depuis que les taux montent, le yen restait sur ses plus bas. Là, il fait donc un petit rebond, mais regardez, le yen a fait un rebond. Finalement, il est encore dans cette espèce de gros pâté latéral, et c'est un rebond qu'il a déjà fait. Donc, c'est pourquoi, voilà, au stade actuel, de toute façon, le rebond du yen, là, n'est absolument pas une menace systémique. Mais il peut le devenir. Il peut le devenir, oui, si sa hausse part en mode hors de contrôle. Si le yen rebondit aussi fort que l'or et l'argent l'ont fait, là, c'est compliqué. Ce ne sera pas le cas. Mais il faudrait, même remonter ici, ce ne serait pas un problème. On va regarder ça en détail. Donc, le yen se recorrèle, se normalise.
il rejoint la dynamique des taux. Une monnaie monte avec ses taux parce que les taux rémunèrent. Le yen rebondit aussi, pourquoi? Parce que les spreads de taux montaient. Alors là, vous avez le spread de taux entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais. Les courbes sont baissières depuis maintenant plusieurs mois. Alors attention, tant que c'est positif, par exemple là vous avez le spread entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais. Il est de 2. C'est-à-dire que à 10 ans, la monnaie américaine rémunère 2 points de pourcentage plus que le yen. Mais malgré donc c'est défavorable au yen, mais ce spread a été de 4 il y a 2 ans. Donc on est passé de 4 à 2, c'est un peu logique que le yen rebondisse un peu. Même si la rémunération reste en faveur du dollar US. Donc il était temps, et là vous avez le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans américain, voilà. Donc le yen rebondit avec les taux japonais, avec les taux de la Banque centrale, inversement au spread de taux face à l'USD. Voilà, début de petit rebond du yen. La situation se normalise, donc jusque-là, vous voyez, il n'y a pas de risque systémique. Continuons notre petite enquête. Yen fort, les avantages et les risques pour le Japon. Alors je vous dis tout de suite, donc vous pouvez lire le tableau. Je vais réduire ça comme ça. Voilà. Concrètement, les avantages ne sont quasiment que pour le Japon. Et encore. Alors, les avantages d'un yen plus fort. Alors, yen fort, attention. Yen fort, encore une fois. Yen fort, le yen est là. Donc, à partir de quand redevient-il fort? À partir de quelle amplitude de rebond? En fait, un yen fort, ce serait l'engagement d'une tendance haussière. Peut-être que là, il construit une base d'un rebond. Mais vous allez voir que la Banque centrale du Japon et la Fed vont tout faire pour le maintenir dans ce corridor. On ne veut pas qu'il aille en dessous, parce que là c'est une catastrophe pour l'économie japonaise. On ne veut pas qu'il aille au-dessus, parce que là c'est un risque majeur pour la finance mondiale, à travers le désengagement du carry trade. Bon. Mais il y a d'autres éléments. Alors tout d'abord, effectivement, l'avantage d'un yen plus fort, ça réduit l'inflation importée. On rappelle que le Japon cherche à gérer son problème d'inflation, restauration du statut de monnaie sérieuse, bon, c'est essentiellement commercial. Bien sûr, ça va soulager les ménages dans ces cas-là. Un yen plus fort peut réattirer des capitaux vers les actifs japonais. Un yen plus stable, c'est moins de vulnérabilité externe, ça restaure la confiance. En fait, on ne voulait pas que le yen s'effondre en dessous de ses récents plus bas. Voilà. Alors attention, un yen plus fort aussi peut avoir des effets négatifs sur les exportations des grands secteurs exportateurs japonais, notamment la tech et l'automobile. Mais tout ça peut rester sous contrôle si le rebond du yen n'est pas trop fort. En fait, le risque systémique se situe là, je l'ai mis en gras. Le risque concerne le carry trade. Un rebond du yen trop fort, trop rapide, menace ce qu'on appelle l'unwind du carry trade, un désengagement, un débouclement. Je vous rappelle ce que sont les positions de carry trade. Je vais refaire le point sur le carry trade dans un instant. Et aussi, bien sûr, c'est moins attractif comme devise de financement. Je rappelle que le principe du carry trade était d'aller s'endetter en yens au Japon à des taux zéro, coût du crédit zéro, proche de zéro, et d'aller investir dans des actifs internationaux qui rapportaient du 3, du 4, du 5, du 6, du 10, ce que vous voulez, à travers le monde. Toutes classes d'actifs confondues. C'était une source de crédit, donc de soutien à l'économie mondiale. Alors maintenant que le yen s'est renchéri, que les taux remontent au Japon, c'est une source de financement mondial qui disparaît. Donc, après, la croissance mondiale ne reposait pas sur le carry trade en yens. On estime les montants, c'est 500 milliards. Ça a déjà baissé à 250 milliards avec la remontée des taux. Et l'économie mondiale ne s'est pas effondrée. Mais c'est quand même un levier de croissance en moins. Mais ce n'est pas systémique, si vous voulez. En fait, ce qui est systémique, c'est ça. Le risque d'un désengagement massif du carry trade. Alors, dans un scénario sous contrôle, un yen plus fort n'est pas un risque systémique pour l'économie mondiale. Et ça a même, on voit des avantages pour le Japon. Alors, pour le monde, un yen plus fort pour le monde, ça peut avoir un avantage, par exemple, pour l'économie américaine. Et on sait qu'il y a des pressions des États-Unis pour faire en sorte d'améliorer la balance commerciale des États-Unis vis-à-vis du Japon. Et là, oui, clairement, un dollar plus faible face au yen, donc un yen plus fort, favorise la relation commerciale entre les États-Unis et le Japon. Et ça, c'est une volonté de l'administration Trump. En fait, le vrai danger, c'est pas en soi la force du yen. Le vrai danger, c'est un yen qui remonterait trop vite et trop fort. Typiquement, je vais vous montrer ici le graphique du dollar yen. Le vrai danger,
serait un yen qui s'effondre, un yen qui s'envolerait, donc un USD qui s'effondrerait. Une baisse de l'USD yen hors de contrôle. Un rebond du yen en mode fusée. Ça, le marché n'en veut pas. Le marché n'en veut pas, la haute finance mondiale n'en veut pas, et là c'est un vrai risque. Pourquoi ? À travers donc les positions dites de carry trade. Alors comme les taux japonais remontent déjà depuis plusieurs années, le pic du carry trade en yens c'était en 2022 avec 500 milliards de dollars. C'est pas non plus énorme, hein, 500 milliards de dollars, mais c'est quand même une source importante de financement. Ça a été réduit à 200 milliards, 250 milliards. Il y a, le S&P 500 fait un nouveau record, le Nikkei fait un nouveau record. Il y a peu de choc mondial. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, l'endettement, le carry trade en yens, tous ces capitaux qui ont été empruntés au Japon à des taux très bas, ont été investis sur des actifs financiers du monde entier. Ils ont été investis sur les actifs financiers du monde entier. Donc, c'est lissé à travers le monde, c'est dans plusieurs pays, sur toutes les classes d'actifs confondues. C'est pas comme s'il y avait eu 500 milliards de dollars de crédits faits en yens au Japon et que tout aurait été investi, je sais pas moi, uniquement dans les GAFAM. Alors là, dans ces cas-là, oui. Oui. Si cette source de financement se tarit, ou s'il faut rembourser, parce que le principe c'était de s'endetter en yens pour investir dans les GAFAM, le yen rebondit trop fort, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un crédit en yens. Si le yen s'envole, le coût du crédit augmente. Ce qu'il faut rembourser augmente en yens. Du coup, vous vous dépêchez de revendre vos investissements, qui certes rapportent en intérêt, mais si en face vous avez le coût du crédit qui explose, vous vous dépêchez de rembourser, de revendre pour rembourser le crédit. C'est ça en fait. Si le yen explose à la hausse, 15% en 2 semaines, 30% en un mois, là derrière vous avez les 250 milliards de positions de carry trade qui restent ouvertes, qui vont être débouclées d'un coup. Et donc ça c'est un scénario potentiellement compliqué, et je vais le nuancer. Imaginez. Là je viens de vous donner un exemple, je vous ai dit, voilà, il y a encore donc 250 milliards de dollars de positions de carry trade en yens ouvertes, donc 250 milliards de dollars faits en crédit en yens, et investis, là je vous ai dit, dans les GAFAM. Si le yen s'envole, il faut rembourser le crédit en yens, du coup je me dépêche de vendre tout ce que j'ai investi dans les GAFAM, et là les GAFAM peuvent s'effondrer, moins 40%, le S&P 500 ne s'en remettra pas, vu le poids de la tech dans le S&P. Là, risque systémique. Mais la réalité, c'est pas ça. Les 250 milliards de crédits qui ont été faits en yens, là, qui sont encore ouverts et investis dans le monde sur les actifs du monde entier, ils ne sont pas sur les GAFAM. Ils sont sur une trentaine de pays dans le monde et sur toutes les classes d'actifs. Et il n'y a aucun endroit, les études montrent, qu'il n'y a pas un compartiment qui domine les autres. Ça a été réparti à peu près un peu partout. Sur le marché des changes, sur le marché obligataire, sur le marché actions, sur le marché des métaux précieux, et pourquoi pas même sur des crypto-monnaies. Et tout ça dans plein de pays différents. Il n'y a pas un unique investissement dominant. Donc même, imaginons que le yen s'envole. Plus 20% en 2 semaines. L'USD yen casse tous les supports. Et là, en face, vous avez donc tous les investisseurs qui ont emprunté en yens vers des actifs internationaux, qui veulent vite revendre leurs actifs internationaux pour rembourser le crédit en yens, avant que le coût de ce crédit explose avec ce rebond du yen. Ok, ils revendent tous tout d'un coup. Mais comme les ventes sont réparties sur plein de marchés différents et plein d'actifs différents, oui, il y aura une dépression baissière, mais il n'y aura pas un crack, il n'y aura pas un choc. Il y aura beaucoup d'actifs qui vont baisser, mais comme les capitaux sont bien répartis, bien décidés, ça peut être absorbé aussi par les ordres d'achat en face. Il n'y aura pas 40% de baisse, peut-être 5 à 10, et ça va stabiliser. C'est ça en fait que montrent les études. C'est que, oui, tout le monde veut éviter un fort rebond du yen, tout le monde veut l'éviter, mais dans un scénario catastrophe où ce rebond du yen serait hors de contrôle, nourri par la spéculation par exemple, mais vous allez voir que là aussi, j'ai les dernières données institutionnelles et ça reste sous contrôle. Donc, le risque systémique serait une vente forcée des 50% des positions de carry trade restantes. Pourquoi je dis 50% ? Parce que c'est monté à 500 milliards et qu'il en reste 200-250 milliards. Une vente forcée immédiate. Et encore, comme tout ça a été réparti entre les actions US et mondiales, les obligations, les devises émergentes, les obligations, etc.,
ça serait quand même lissé. Donc, le rebond du yen est-il un risque systémique? Comprenez que là, alors déjà, dans son amplitude actuelle, non. Et si ça devait effectivement le devenir, on voit que la réponse est nuancée. Donc, quels sont les indicateurs de marché à mettre sous très haute surveillance pour justement jauger ce risque systémique? Alors, tout d'abord, les taux obligataires du Japon. Ça, je parle des nouvelles positions de carry trade. Il n'y en a quasiment plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus tellement d'intérêt à s'endetter en yens. Vu le rebond des taux, il n'y a plus tellement d'intérêt à s'endetter en yens. Vous voyez les taux japonais, quelle que soit l'échéance, c'était du négatif pendant des années. Maintenant, vous voyez 1,24, 2,26 à 10 ans, 3,16 à 20 ans, 3,87 à 40 ans. Il n'y a plus tellement d'intérêt d'aller faire le crédit en yens. Mais, malgré tout, cette envolée du yen, cette envolée des taux d'intérêt, font que les investisseurs japonais maintenant achètent leurs dettes et peuvent revendre la dette extérieure et donc créer des pressions haussières sur les taux longs des autres pays. Donc il faut quand même mettre sous surveillance les taux japonais et il faut absolument que cette courbe haussière commence à s'inverser, à se stabiliser. Et lorsque vous regardez par exemple, je vais vous montrer ici les taux japonais en bougie japonaise, vous voyez, le 40 ans japonais, ça commence à retomber. Et aussi parce que le Japon a un problème de dette, que là, la nouvelle première ministre veut baisser les impôts. Donc, il ne faut pas que le coût de la dette, mais ce serait finalement un problème japonais. Ce serait un problème japonais, quoi. Pas comment on dit. Bon, ce ne serait pas systémique, mais ça peut devenir systémique si les investisseurs japonais se mettent à revendre massivement toutes les obligations qu'ils détiennent dans le monde. Donc, il ne faut pas que les taux japonais montent trop vite. Le taux de change du yen. Alors oui, là, effectivement, ce qu'on estime, en fait, c'est que le taux de change du yen serait une difficulté si le yen s'envolait de 15-20% en quelques semaines. En gros, il ne faut pas que l'USD yen quitte ses marges. Il y a un vrai risque de débouclement des positions de carry trade si le dollar yen commence à passer à 140. C'est pas moi qui le dis, c'est grosso modo les études qui ont été faites auprès de ceux qui détiennent ces positions de carry trade. Donc il faut absolument tenir cette zone des 140. C'est là où il peut y avoir un début de risque. Mais tant que le dollar yen reste ici, les choses sont sous contrôle. Alors après, bien sûr, il y a le momentum. Il ne faut pas que là, en 2 semaines, on tombe ici. Donc il faut conserver ce rythme-là, ces oscillations. Et là, les choses resteront sous contrôle. Alors, la tendance du marché action japonais, le Nikkei, et le positionnement institutionnel sur le yen parmi les baromètres. Alors, est-ce qu'une chute du Nikkei, imaginons une chute du Nikkei, en lien avec un yen trop fort? Oui, parce qu'un yen trop fort peut mettre à un moment ou à un autre la pression sur les exportateurs japonais. Et encore, l'industrie automobile japonaise peut absorber ces 10% de hausse du change. Et si ça va au-delà, ça peut être compliqué. Mais imaginons le scénario du pire. Le Nikkei finit par se retourner. C'est vrai que lorsque vous regardez le Nikkei, lorsque vous regardez l'indice boursier Nikkei, on se dit qu'à un moment ou un autre, le marché est quand même tout en haut. Je vais vous le montrer, ici. Le Nikkei, le marché est tout en haut et ça commence un petit peu à diverger. Effectivement, le marché est quand même, il est sur ses plus hauts. Le marché est sur ses plus hauts, ça commence à diverger. Le marché peut à un moment ou à un autre marquer une pause, retracer. Bon, de manière bien construite. Ok, très bien. Même finalement, indépendamment de la force du yen. Mais là, on se dit quand même que il est plus temps d'acheter le Nikkei si vous ne l'avez pas acheté, quoi. Mais indépendamment de la force du yen. Est-ce vraiment un risque systémique? Non. Le Nikkei, c'est moins de 5% de la market cap du monde maintenant. Les 2 marchés actions les plus importants, reprenez le Top Gun que je vous ai fait lundi sur la diversification, c'est Wall Street, c'est la Chine. Wall Street, c'est 45% de la market cap du monde. Le Nikkei, c'est moins de 5%. Donc, si Wall Street s'effondre, là, ça peut être systémique. Le monde entier est contaminé. Mais le marché action japonais, lui, ne pèse pas assez. Donc, on voit tout de suite que là, l'aspect systémique a quand même perdu en intensité, en probabilité. Et je termine par une petite note d'espoir qui fait que les taux japonais pourraient rester sous contrôle et donc le yen aussi. C'est que l'inflation japonaise semble vouloir revenir à la cible des 2%. Alors là, bien sûr,
c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à confirmer. Mais voilà, vous avez ici la toute dernière mise à jour du CPI au Japon, le CPI nominal et le CPI core. Le CPI nominal est retombé à 2,1% en décembre et le CPI core est retombé à 2,4%. Donc si en janvier-février, ces chiffres de l'inflation au Japon devaient se confirmer et revenir à 2 et se stabiliser à 2, la Banque centrale du Japon n'aurait pas besoin d'augmenter davantage ses taux. Et là, vous allez voir, vous allez avoir un retournement des taux japonais. Ils ne vont pas retomber à zéro, hein. La dette japonaise est beaucoup trop importante. Mais ils vont corriger cette hausse verticale qu'ils ont fait sur les 4-5, ils vont la retracer, qu'ils ont fait sur les 4-5 derniers mois. Donc si vraiment si on a un retour à la cible de l'inflation japonaise, ça réduit aussi beaucoup le risque systémique en lien avec ce rebond du yen. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo Fast and Forex vous a plu, et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.